Bonjour Jean-Michel Vernochet, donc on reprend aujourd'hui nos entretiens qui plaisent pas à tout le monde, mais enfin bon. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. C'est ça la démocratie. Voilà. Alors moi je pose les questions du Béotien. Tant mieux. À une personne qui m'a l'air de lire beaucoup, de s'informer beaucoup. Alors bon, j'essaye d'être un observateur attentif. Voilà. Un journaliste qui parle pas à TF1, qui parle pas. Ah non, nulle part. Voilà, je risque pas d'ailleurs. C'est curieux comme ces gens qui nous parlent de la diversité des opinions, de sociétés plurielles et autres. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de confrontation d'idées. Et il y a même des idées, dès qu'on commence à montrer le bout de leur nez, ça les rend carrément furibards. Oui. Alors j'étais surpris ce matin d'entendre, j'écoute France Inter parce que c'est pratique, je l'ai sur mon téléphone portable, et d'entendre la matinale de Monsieur Cohen. On avait fait venir d'éminents spécialistes, il y a toujours Monsieur Guetta qui est là en embuscade, pas David, son frère, Bernard. Et on parlait de Monsieur Trump, et alors, c'est quand même une chaîne, enfin une station publique pour laquelle nous payons notre redevance. Et alors on disait à un moment donné que, alors on citait je ne sais qui avait dit oui, l'Amérique a élu un porc avec du rouge à lèvres, mais à un moment donné le rouge à lèvres tombera. J'étais quand même scié qu'on puisse qualifier le président des États-Unis, en fait. Rappelons-le que ça tombe sous le coup de la loi française, de porc, alors de façon indirecte, mais enfin bon, c'était bien réel, et qu'on puisse gausser et considérer qu'il est toujours aussi nul et non avenu, et que ceci et que cela, mais alors, quel est le sens de la démocratie de ces gens-là ? Ils n'acceptent pas la sanction des urnes, ils n'acceptent pas. Ils trouvent tous les moyens de remettre en cause. Le système américain, c'est un système des grands électeurs, même si M. Trump a eu 1 million et demi de voix en moins que Mme Clinton. Mais on sait qui a voté en majorité pour elle, c'est la côte Est, c'est-à-dire les bobos de Californie, ceux dont le PIB californien qui est supérieur à celui de la France, disons-le. Donc, je note aussi, et je vous laisse me poser vos questions, que, en fait, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas de révolution prolétarienne, il n'y a que des révolutions bourgeoises. Ce qu'on appelle les bobos aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui veulent casser la machine pour pouvoir s'enrichir toujours un peu plus sur les décombres, sur les dépouilles. Monsieur Trotsky était un grand bourgeois avec un oncle banquier avec lequel il fera des affaires, d'ailleurs d'énormes affaires. Il vendra, on pourra revenir là-dessus, une partie de l'or des tsars, c'est-à-dire de la Russie, partira immédiatement après la Révolution à destination New York, et les caisses, les coffres de Monsieur Schiff. Schiff, qui était un ami, un coreligionnaire de Monsieur Trotsky, un ami très cher. Schiff qui est présenté, à l'instar de Monsieur Soros, comme un immense philanthrope. Savoir que cet immense philanthrope a financé en 1904 le Japon pour qu'il déclare la guerre à la Russie. Les philanthropes chez nous, comme M. Soros, sont ceux qui financent les guerres, qui s'en font les promoteurs, ce sont les brandons de discorde, mais ce sont eux les philanthropes. Vous voyez l'inversion. Méfiez-vous de Wikipédia, surtout plus jamais Wikipédia, en dehors des sujets très techniques, mais les sujets historiques et politiques, ça il faut fuir à tire-d'aile. Alors, bon, parlons des affaires, là vous parliez des affaires de Trotsky, mais alors les affaires... Oui, des grands bourgeois, mais Lénine était un grand bourgeois aussi, tous, sans aucune exception. Voilà. Dans notre classe politique aujourd'hui, les affaires, on en a sous chaque pavé. Donc la dernière qui est tombée, c'est la remarque de Monsieur Fillon. Il a découvert un cabinet noir à l'Élysée. Alors qu'est-ce que ça vous... Bon, écoutez, très rapidement, ça rappelle les pratiques mises en place par M. Mitterrand, qui faisait écouter tout le monde, surtout les journalistes. Ces gens n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas de grands dossiers à traiter. Il faut qu'ils s'occupent d'aller tripatouiller dans les poubelles des uns, dans les toilettes des autres. Donc, apparemment, M.
Monsieur Hollande est un homme qui consacre beaucoup de temps dans sa journée, 30-40% de son temps, à se préoccuper de ce que pense tel ou tel journaliste, de ce que pense la presse. Il ne se préoccupe pas de faire, mais de savoir ce que l'on pense d'eux. On n'en pense pas du bien, ça c'est certain. N'oublions pas que Monsieur Hollande, c'est Monsieur 4%. Donc il y aurait eu... Monsieur Hollande aurait même fait d'ailleurs surveiller, écouter son Premier ministre, Monsieur Valls. Ça, c'est pas nouveau. Au fond, ce sont des pratiques soviétiques. Vous savez, vous pensez que Mitterrand ne faisait pas écouter Rocard peut-être bien. En tout cas, il y a eu l'affaire des écoutes qui a fait grand bruit, mais qui n'a pas éclaboussé M. Mitterrand, puisqu'il était au-dessus de tout. Ça fait penser à l'ancienne Union soviétique. Vous savez, dans les ambassades, le véritable patron, c'était le chauffeur, ou le portier, l'huissier, mais jamais l'ambassadeur lui-même. Oui. Sauf au tout début, encore une fois, quand c'était des proches compagnons de M. Lénine, oui. le saint homme. Donc, alors parlons donc des différentes affaires. Revenons à nos soviets d'aujourd'hui. Oui. Passons en revue les candidats à la présidentielle. Donc là, on commence par le dernier dans la liste, le dernier des 5. C'est comme dans les romans. Pour enfants, le dernier des 5, c'est Monsieur Hamon. Donc, qu'est-ce qui vous inspire Monsieur Hamon, on l'appelle le candidat LVMH. Ah bon LVMH, parce que Bernard Arnault, c'est l'une des plus grandes fortunes de France, mais l'épouse de Monsieur Hamon occupe une position proéminente, comme on dit, une stratégique chez LVMH. Voilà. Ah bon? Oui, non, mais ces gens qui se présentent comme issus du peuple, idem pour M. Mélenchon, mais on va y venir, sont en fait, là aussi, des super bobos, je ne vais pas dire des grands bourgeois, mais des gens qui appartiennent à la classe super aisée, voilà, on va dire les choses comme ça. Même s'ils ont dans leur déclaration de patrimoine, c'est tout à fait lisse, ils ont un petit appartement par-ci. Le patrimoine, ça monte vite de nos jours, surtout si on a un appartement à Paris, oui. Et pas forcément dans le 16e. Voilà. Donc, que dire de M. Hamon ? C'est l'homme issu par hasard de la primaire des socialistes, que peut-on dire ? L'homme qui, au fond, qui est assez terne, qui d'ailleurs nous dit, j'ose pas dire le mot, connerie sur connerie. Oui. La dernière, il y en a une qui est particulièrement remarquable, au cours du grand débat, il nous a expliqué que Madame Le Pen était droguée aux faits divers. Mais les cambriolages, la criminalité, les viols, il y a un viol tous les 8 minutes en France. Et il vient nous dire, mais tout ça, ce sont des fantasmes de la droite, tout le monde il est beau, il est gentil, tout est lisse, et les gens qui sont attaqués dans leur maison, malmenés, torturés, voire parfois assassinés pour leur faire donner leur carte de crédit, tout ça c'est peanuts. Ce sont des faits divers pour M. Hamon. On voit bien qu'il ne connaît pas la France réelle, lui. Oui. Vraiment pas, qu'il n'a jamais été cambriolé, parce qu'il doit habiter dans un endroit où on ne cambriole pas. Alors, dernier mot sur M. Hamon, cet homme aux larges oreilles, déployé, oui. Mais il ne faut pas se moquer de lui pour son apparence physique. C'est un homme charmant, c'est un Breton. Mais un Breton qui, à un moment donné, trouvait qu'il y avait trop de Bretons à Brest. Comme Monsieur Valls qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de blancos dans le 93, Monsieur Hamon dit mais là il y a vraiment beaucoup trop de Bretons, il faut que ce soit un petit peu plus métissé. Alors il se déclare l'orphelin, il a dû être chouchouté, couvé par Henri Emmanuelli, le frère Emmanuelli, qui, alors bien sûr, c'était pour la bonne cause, s'est sacrifié dans l'affaire Urbain, a été condamné quand même assez lourdement, 2 ans avec sursis, oui. Ça équivaudrait, pour quelqu'un d'ordinaire, ça équivaudrait presque à 10 ans, ou 5 ans au moins avec sursis, mais c'était M. Emmanuelli, qui était une grande figure, là aussi lui-même, il mérite un petit détour, né dans une famille ultra pauvre, ouvrière, bon, très bien, enfin il faudrait voir ce qu'on appelle vraiment une famille ouvrière, oui. Et alors il a une vitesse ascensionnelle qui est fulgurante. Oui. Il va se retrouver à Sciences Po, il a un cursus, alors, je peux vous dire, pour être pas tout à fait de la même génération, mais presque, que dans le monde ouvrier, on voulait pas que les enfants fassent des études, parce qu'on voulait qu'ils aient un vrai métier entre les mains. Donc, qui l'a poussé, qui l'a soutenu, le système des bourses républicaines existait pour les plus méritants. Enfin, on
passer son certificat d'études, point barre. Hein, peut-être après on allait prendre un enseignement technique, mais ça n'existait pas beaucoup à l'époque. Voilà. Toujours est-il que Monsieur Emmanuelli, que beaucoup de nos amis en sens en disant voilà un socialiste honnête, il s'est quand même retrouvé très rapidement directeur chez Rothschild. Oui. Ça rappelle quelqu'un qui, à votre avis? Macron. Oui. Oui. Ces gens ont des profils, des parcours de carrière absolument similaires. Oui. Et ils sont nombreux, mais ils gagnent pas beaucoup d'argent parce que moi j'ai connu chez Rothschild, autant où M. Emmanuelli y était, j'ai connu M. Bolloré aussi, qui finalement a fait une... Mais M. Bolloré, il faut pas trop regarder dans sa généalogie, c'est pas tout à fait un vrai breton, hein, aussi. Oui. Ouais. Bon, on n'en dira pas plus, que chacun se débrouille. Oui. Alors... Donc, continuons sur notre lancée. Sur la gauche, donc la gauche de la gauche. Maintenant, Mélenchon. Ah, Méluche. C'est lui qui a tiré son épingle du jeu lors du grand débat, c'est clair. Oui, apparemment. Il l'a dominé. Vient ensuite Madame Le Pen, mais qui était timorée, qui n'a peut-être pas l'habitude de ce genre d'exercice, qui n'était pas assez incisive, pas assez pugnace. Or, il faudrait quand même qu'elle dise, Gustave Le Bon, c'est trop tard maintenant pour cette échéance, mais qu'attend le peuple, les masses? Au fond, les masses ont quelque chose de féminin, c'est d'être rassuré, assuré, de trouver en l'homme, non pas l'homme providentiel, mais un homme ayant une certaine fermeté de caractère, de décision, d'orientation. C'est l'image que donne Monsieur Mélenchon. C'est pas exactement l'image que donne pour l'instant encore Madame Le Pen, qui devrait être plus combative. Elle va monter en puissance, bon, alors, elle se prépare au second tour. Hein. Je fais une incidente très rapide sur Madame Le Pen. Au moins, elle a parlé à peu près quand il le fallait, elle s'est tue quand c'était nécessaire, quand c'était opportun. Revenons à Monsieur Mélenchon, lui aussi né dans le prolétariat, je sais pas où, du côté de Tanger. Il en a d'ailleurs quand il parle des gazelles effarouchées, ça sent bon les Aurès. Non, les Aurès c'est en Algérie. Tanger c'est le Rif, ça sent bon le Rif. Mais je pense qu'il n'y a plus de gazelles dans le Rif aujourd'hui. Mais il use quand même, il faut pas exagérer, il use d'un pathos éculé. Et puis c'est un truqueur. C'est un truqueur parce que je voyais en 2016, il se trouvait sur LCP, la chaîne parlementaire, il choquait les pauvres journalistes, un homme, une femme, des fonctionnaires, étaient révulsés parce qu'il leur disait que la guerre en Syrie, c'était pas à croire d'ailleurs qu'il avait lu mes livres ou qu'il lisait mes articles, la guerre en Syrie, c'était pas exactement... oui, parce qu'il y avait des réminiscences, on trouvait des formules, en tout cas si c'était lui, c'est peut-être ses conseillers. C'était pas exactement ce que l'on pensait, tout ça pour en arriver aux vagues de migrants, et en lui disant que... il a raison, beaucoup arrivent de zones de guerre. Alors il parlait de l'Afghanistan où il y a des Afghans, sauf que la guerre elle est normalement terminée, les Américains sont officiellement retirés, même s'ils y sont toujours. Alors les zones de guerre c'est l'Irak, mais je vois pas beaucoup d'Irakiens parmi les migrants. Alors c'est la Syrie, mais la Syrie sont des gens qui hier encore fêtaient le 6e anniversaire de la grande révolution syrienne et de leur grand rêve de liberté. On sait par où passe la révolution syrienne et le rêve de liberté, c'est-à-dire en égorgeant des milliers, des dizaines de milliers, en dévastant un pays qui n'en demandait pas tant. C'est ça le rêve de liberté. Ce sont donc aussi surtout ça ce qu'on appelle les réfugiés syriens en France, mais qui sont ultra minoritaires. Ils n'arrivent pas tous. Les migrants n'arrivent pas, contrairement à ce que dit M. Mélenchon, qui est un truqueur, de zones où l'on se bat, où on s'étripe uniquement par la faute des Occidentaux. L'Éthiopie, la Somalie, bon, on pourrait en débattre, mais il y en a beaucoup qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Qui arrivent même de Tunisie, on n'est pas en guerre en Tunisie que je sache, beaucoup du Maghreb, d'Algérie, mais Monsieur Mélenchon est un menteur comme les autres, avec un petit peu plus de panache, avec un petit peu plus de bagou, on va dire. Il a du bagou, il a de la présence,
Mais en même temps, lors du débat, je note qu'il avait le visage fermé, il avait le visage méchant, le visage dur, et ça jouera contre lui. Passons aux autres, donc aux grands, aux trois grands, donc. J'ajouterais sur Mélenchon qu'au fond, il peut l'ouvrir toute grande, sa boîte à claquot. Claquot, c'est du camembert en vieux français, en français langue morte, parce qu'au fond, il n'a rien à perdre. Oui. Comme Hamon n'aura pas l'intelligence de fusionner avec lui, parce qu'ils se disputeront, tout le monde voulant être calife à la place du calife. Mais c'est vrai que Mélenchon plus Hamon, il aurait eu une réelle chance d'être au second tour. Oui. Et cette chance d'ailleurs, il faut bien y penser, elle est réelle. Parce que, là aussi une incidente mais importante, c'est que les sondages tels qu'on nous les montre avec aujourd'hui Monsieur Macron en tête, sont des sondages qui sont une honte, parce qu'il existe d'autres sondages qui ne montrent pas ça du tout. Monsieur Macron arriverait même peut-être en troisième, ou devant Mélenchon, mais en troisième position, en troisième posture, et là on nous montre caracolant en tête. Qu'est-ce que ces sondages? Non mais il faudrait quand même que les Français comprennent qu'on se moque, qu'on se archi-moque d'eux, et que la démocratie, en fait, la démocratie est un mot. Et un mot, c'est-à-dire du vent. Continuons donc maintenant sur ce fameux Macron, donc sorti de la banque Rothschild et puis sorti de l'Élysée finalement, de Bercy, une brillante carrière. Quelle impression il vous a donné là? Il a bien parlé. Écoutez, on nous a dit que c'était lui qui dominait tout. Je vous dirais, pour avoir fait des sondages express auprès de petits personnels de santé notamment, chez Macron tout est faux. Chez Macron tout est faux, et il arrive en queue de classement. Oui. C'est pas du tout, c'est un Hollande sur la fin. C'est pas le Hollande mordant de la campagne de 2012, parce que Hollande a eu des envolées lyriques. Des envolées, je sais pas qui lui rédigeait ses papiers à cette époque-là, quand il dénonçait la haute finance. Mais là, il est sidérant, Macron est sidérant de nullité. Mais de même qu'on va vous dire, j'entends tous les jours qu'on met à équivalence un Rembrandt et un Picasso, il est passé dans l'idée, dans les mœurs, personne n'osera dire que Picasso c'est moche. Sauf que vous verriez un Picasso sur le trottoir, sur un marché aux puces, l'achèteriez-vous? Sans doute pas. Mais on nous dit que Macron c'est super génial, qu'il est brillant, mais enfin Macron c'est ridicule. Oui. C'est Le Petit Chose, on va garder, c'est un roman de d'Alphonse Daudet. Allez, on passe au fils. D'Alphonse Daudet, fourchage de langue. Le Petit Chose, c'est plutôt Hamon, le Petit Chose. Mais lui, c'est... sera-t-il au deuxième tour? Aura-t-on Mélenchon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le Mélenchon, il a de la réserve. Oui. Là aussi, il a du coffre, surtout qu'un menteur, super menteur. Fillon, pauvre Fillon. Fillon n'a de bon que c'est vu dans le débat que sa politique étrangère, c'est-à-dire de dire arrêtons de faire la guerre à la Russie, il faudrait peut-être dialoguer dans l'intérêt de l'Europe, pas seulement de la France, mais de l'Europe, de nous tous. La guerre est peut-être la chose, parce qu'au fond, on concentre, il ne faut pas oublier que l'OTAN concentre, pas des grosses forces, mais malgré tout, des colonnes de blindés, des troupes, des missiles, antimissiles aux portes de la Russie, ça se fait à bas bruit, donc on pourrait peut-être essayer de vivre sur un continent apaisé. Ça, c'est le bon côté de Fillon. Et puis maintenant, Fillon, c'est l'homme qui a des costards, alors il va les rendre. Il va les rendre. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je ne savais pas qu'on rendait des costumes. Bon, il faudra peut-être... pas prendre une veste. J'espère qu'il n'a pas transpiré dedans.
Mais Fillon apparaît un peu comme un homme du passé. Je dis pas dépassé, mais un homme du passé. Il a son côté de grand commis de l'État. Fillon, je pense que c'est un homme de dossier. Il doit exceller en ce domaine. Mais c'est un grand commis, c'est pas un homme d'État. Or, ce qu'il faudrait dans la tourmente, parce que nous sommes dans la tourmente, on ne parle pas seulement du Proche-Orient, mais il y a aussi le Caucase, ça flambe un peu partout. C'est pour ça qu'on nous a dit que l'Europe, c'est la paix. Mais l'Europe, elle embrase. C'est l'Europe qui a déclenché le conflit ukrainien, en voulant de toute force rattacher l'Ukraine ou lui ouvrir grandes ses portes, alors que c'était non pas un casus belli, mais que c'était une affaire gravissime, d'autant qu'en fait c'était le préambule à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Même chose pour la Géorgie. On a eu deux conflits. 2008 la Géorgie, 2014 c'est 2014 oui, on a eu l'Ukraine. Voilà, donc l'Europe c'est la paix, quelle plaisanterie, mais il suffit de le dire, comme partout. Alors Fillon, un européiste, comme tout le monde. On arrive après-demain, c'est pas demain ou demain, c'est l'anniversaire du traité de Rome. Que de Gaulle... Aujourd'hui. c'est aujourd'hui. Vous voyez, je suis dépassé par les événements. Et De Gaulle avait dit, le traité de Rome, je le prends parce qu'il est là, mais sinon je ne l'aurais pas signé. C'était pas ça, de même que De Gaulle s'opposait à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, enfin dans ce qu'on appelait le marché commun à l'époque, et il n'avait pas entièrement tort. De Gaulle n'avait pas tout faux. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Alors, que dire d'autre de Fillon ? Vous voulez que je dise autre chose? Si, il vient de découvrir, alors là c'est plutôt sympa, il vient de passer un peu à l'offensive, en disant mais il y a un maître d'ouvrage derrière tout ça, il y a un chef d'orchestre, et qui se trouverait du côté de l'Élysée. Oui, c'est pas mal, mais il aurait peut-être fallu le dire tout de suite. D'autant que des histoires de costumes, on s'aperçoit que M. Moscovici, commissaire européen. Alors lui, c'est drôle, il s'est fait passer des costumes, acheter des costumes, toujours chez Army, je crois, par un ami. Mais comme il a dit, c'était un vrai ami. Je ne sais pas ce que c'est que les vrais et les faux amis. Et comme par hasard, ce vrai ami, je peux vous dire son nom, je ne sais pas où il est. Ce vrai ami, c'est lui qui est marchand de vin, qui vendait le vin pour l'Élysée, pour ceci, pour le Parlement. Donc c'était un vrai ami. Mais c'est pas une contre-prestation, c'est pas un service pour un rendu. C'est pas ce qu'on appelle un pot de vin, quoi. Non, c'est pas un pot de vin. Non, c'est pas un pot de vin, surtout de la part d'un marchand de vin. Il se risquerait pas à ce jeu délétère. Donc on peut dire que nos hommes politiques ont tous de beaux costumes, mais ils n'ont pas forcément l'étoffe qu'ils devraient avoir. Alors, une remarque, parce qu'elle est importante, je l'ai déjà faite ici, de dire qu'on assiste à l'implosion en plein vol, et même à la retombée des débris en décomposition de la classe politique française. Ce pourquoi l'hyperclasse mondialiste, les oligopoles, les oligarchies financières, capitalistes, industrielles et autres, puisque aujourd'hui tout cela se confond, il n'y a plus de capitalisme patrimonial et de capitalisme à la papa, de capitalisme industriel. Maintenant c'est le rendement financier et rien que cela. Ont décidé de se passer de la classe politique, ce pourquoi ils ont propulsé un fidéicommis en la personne de M. Macron, bien sous tout rapport, dents blanches, sourire éclatant, façon Le Canuet, mais Le Canuet avait encore une petite, nous l'avons dit la semaine dernière, avait quand même une envergure que n'ont pas tous ces gens-là. Enfin, c'était le candidat de Washington, en France. Donc on propulse M. Macron, mais M. Macron ne tient pas ses promesses. Pas facile, cette hyperclasse, et là c'est plutôt rassurant, est incapable de trouver des hommes qui puissent à la fois être suffisamment dociles, suffisamment tenus et suffisamment aptes, compétents pour diriger, pour être aux affaires. De toute évidence, M. Macron est lui aussi un paltoquet. Et c'était Pierre Boutang, qu'on n'est pas obligé d'aimer passionnément, qui qualifiait Giscard d'Estaing de foutriquet. Monsieur Macron est-il un foutriquet? Alors, passons à la dernière personne donc, qui selon tous les sondages, a toutes les chances de se retrouver en finale, Madame Le Pen.
Comment vous voyez la finale? Enfin, est-ce qu'on peut se permettre de faire déjà des... Alors, j'ai déjà entamé ce sujet en disant que les sondages ne sont pas les sondages, la réalité n'est pas la réalité, qu'il faut peut-être les inverser. On nous met Macron en tête, alors que certains sondages donnent Madame Le Pen à 34% au premier tour, et Monsieur Macron en arrivant... que devant Mélenchon, mais à 16 ou 17%, donc des scores assez médiocres. Mais tout dépend de la façon dont on pose c'est pas l'échantillon qui est en cause, mais la façon dont on pose les questions. On peut obtenir une réponse blanc ou noir en fonction des besoins. Oui, Madame Le Pen, mais là aussi, toujours la grande inquiétude. On voit Nicolas Bay tous les jours à la télévision, on voit beaucoup moins Monsieur Crapouillot, non, c'est pas Monsieur Crapouillot, Monsieur Philippot, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas mauvais, il faut le dire. Elle a même plutôt un type qui s'aguerrit au fil des semaines et des mois, mais là on le voit moins. Où sont ses équipes? Rappelons que M. Raymond Barre, puis M. Édouard Balladur se sont essayés à la montée en puissance en n'ayant pas ni de parti constitué, ni de véritables équipes. M. Fillon a des équipes, mais qui n'ont pas l'air non plus de le soutenir tellement. Donc, Et comme les équipes de M. Fillon ne voudront pas militer pour Mme Le Pen, sauf si à l'arrivée, Le Pen disait toujours qu'il y aurait des revirements de casquettes, des changements de fusil d'épaule, mais quelle sera la fidélité et la fiabilité de ces personnages qui auront trahi à la dernière seconde? Vous savez, les résistants de la dernière minute. Hein. Oui, ça on connaît bien en France. Oui, on connaît. Donc voilà, Madame Le Pen se débrouille pas mal, mais elle ferait bien de prendre des leçons chez Monsieur Mélenchon. Hein, surtout pour le deuxième débat, c'est pas le moment de lâcher prise. Alors non pas que Madame Le Pen soit la sauveuse de la France, c'est pas Jeanne d'Arc, Madame Le Pen, sinon ça se saurait, mais elle peut entamer le système, pratiquer une brèche dans le système, et à partir d'elle, ou après elle, ou avec elle, peut s'engouffrer des forces qui sont aujourd'hui tenues sous boisseau. C'est notre seul espoir. Mais elle toute seule, on la voit pas réussir. Oui, mais enfin, si elle arrivait, elle aurait même 51% des Français avec elle. Il faut, oui, mais on voit bien ce qui se passe avec M. Trump. Aujourd'hui, sur France Inter, on parlait d'impeachment, on parlait même ouvertement d'assassinat, presque de coup d'État. C'est sur France Inter, station de radio publique, la plus écoutée en France. Enfin, mais qui est dirigée par qui, France Inter? Qui est Madame Bloch, je crois. C'est la directrice générale de la radio, s'appelle Madame Bloch. Ah bon, d'accord. Mais pourquoi vous me posez des questions si impertinentes? Non. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Non, c'était pour savoir. Enfin, on voit bien quand on se pose la question de savoir à qui appartient le BFM, on se pose la question... C'est Radio Moscou du temps de Staline. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ou Radio Paris du temps de... Oui, encore Radio Paris doit être, à la limite, presque plus... Non, je parle pour les gaullistes. Ah, d'accord. Donc voilà, oui, Madame Le Pen. Alors parlons des petits. Des petits, oui. Alors, les tout petits. Les petits, il y en a 6, alors il faut pas s'étendre autant sur chacun. Non, très vite. Ils sont mignons. On nous reproche de jamais en parler de Bon, alors on Asselineau, commence. Alors oui, on m'engueule parce que M. Asselineau a quand même ça, faut lui reconnaître, il a des militants qui se démènent. Oui. M. Asselineau, hormis de son Frexit, on voit pas grand-chose. Alors, je lui reprochais, j'ai eu M. Asselineau au téléphone il y a peut-être une petite dizaine d'années. Ça a tourné court tout de suite parce qu'il était animé par une haine de l'Europe. Mais de l'Europe réelle, de l'Europe avec un grand E, pas de l'Union européenne. Or, ce qu'il faut haïr, c'est l'Union européenne, l'Union soviétique européenne. Et lui, il partait de l'idée qui, à mon avis, est fausse, que ce ne sont pas seulement les disparités, les différentiels économiques de développement et autres qui empêchent
cette unification de l'Europe et notamment le bon fonctionnement de l'euro, c'est parce que l'Europe n'a rien à voir d'un bout à l'autre de l'Europe. Ce sont des différences pour lui culturelles. Il se gourre complètement. J'ai parcouru, en 10 ans de temps, j'ai parcouru toute l'Europe à vélo, quand j'étais plus jeune évidemment. Je peux vous dire que l'homogénéité culturelle est réelle et elle est grande. C'est d'abord une unité ethno-confessionnelle et aussi confessionnelle. La religion, notamment catholique, et son dérivé, on peut dire que le luthérianisme, je ne vais pas parler du calvinisme, que le luthérianisme est un dérivé comme l'anglicanisme, on est dérivé du catholicisme. On crée une fusion entre ces peuples qui, de toute façon, ont une histoire commune. Donc, M. Asselineau a faux. Oui, il faut sortir de l'euro. Oui, il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est. Oui, il faut une Europe des patries. J'ai écrit un livre que vous connaissez, Manifeste pour une Europe des peuples, avec 17 co-auteurs, dont Maurice Allais. Oui, Maurice Allais. Je confonds toujours avec Alphonse, qui m'a fait beaucoup rire autrefois. Mais Alphonse était pharmacien, il n'était pas économiste. Donc avec Maurice Allais, aujourd'hui disparu, qui a été l'un de nos rares prix Nobel. Donc l'Europe, elle est possible, mais à condition de créer une confédération européenne qui soit une confédération pour une Europe puissance. Voilà, avec une véritable politique, de véritables moyens de défense. Maintenant, c'est pas chose simple, mais c'est pas en cassant tout comme M. Asselineau veut le faire. Ceci dit, c'est un homme fort aimable, fort courageux, qui a montré beaucoup d'opiniâtreté. Ses campagnes d'affichage sont remarquables. On les trouve à tous les carrefours des grandes villes. Asselineau, votez Asselineau. Lui, je ne le soupçonnerais pas de faire partie de ce contingent de petits candidats auxquels on a apporté des parrainages justement pour disperser un peu les voix sur les marges. Vous voyez, c'est le cas, les autres, c'est par charité qu'on l'a donné à M. Poutou ou à Mme Artaud ou autres. Non, M. Asselineau est de ce point de vue méritant. Et il est bon qu'il fasse entendre une voix dissonante, une voix un peu radicale, à condition de ne pas tomber dans le travers qu'il a manifesté au démarrage, à savoir de combattre sur sa droite, la candidate de la droite nationalitaire, on ne peut pas dire nationale, mais nationalitaire. Ça, c'est un gros défaut, un gros travers, puisque au fond, tout le monde se réconcilie pour tirer à boulet rouge sur cette malheureuse droite nationalitaire et populaire. Alors, vous parlez des créations à droite, à la légère gauche de Madame Le Pen, il y a Dupont-Aignan qui est en train de monter. Apparemment, les sondages le font monter aussi. Voilà, vous venez de tout dire. Les sondages le font monter. Oui. Les sondages le font monter. Il a eu un petit coup de gueule, il a quitté le plateau de TF1. Enfin bon, Monsieur Dupont-Aignan, on ne va pas le lui reprocher, a été ce qu'on appelle un young leader. C'est-à-dire qu'il a été choisi par le gouvernement américain, par la CIA, pour être formé, comme aujourd'hui on va draguer dans les banlieues. Et Madame Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, fait partie de ces contingents de young leaders issus de l'immigration que l'Amérique choisit pour nous remplacer à court terme. J'ai bien dit à court terme. Donc, M. Dupont-Aignan n'a jamais fait ses preuves, c'est sans doute un très bon maire, peut-être un très bon député, mais sans aucun relief, sans aucun véritable courage politique. L'intelligence aurait été de fusionner depuis longtemps et pas simplement entre les deux tours avec Mme Le Pen. Alors je ne crois pas qu'il en dise grand mal, mais le camp identitaire aurait dû faire front commun, si je puis dire. Or, ça n'a pas été le cas. Il pouvait marchander, moi, vous, président, moi, Premier ministre, ça devait pouvoir se faire. Mais encore pour ça, faut-il avoir un peu le sens du politique et une vision stratégique que personne, visiblement, n'a réellement. Alors, cheminade. Intéressant. C'est dommage que ce soit un homme de gauche et sectaire. Gaulliste aussi, gauche, gaulliste, sectaire. Sectaire, c'est-à-dire que, par exemple, il n'aime pas beaucoup votre serviteur. Pas beaucoup, nous parlons quand nous nous voyons, mais
il fait partie de ces gens avec lesquels il est impossible de faire quoi que ce soit. Alors c'est le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Européen, je pense. C'est le correspondant de Lyndon LaRouche aux États-Unis. Je ne crois pas que Lyndon LaRouche ait été trotskiste, mais ils sont des gens qui ont des idées intéressantes. Lui, il est pour le tout nucléaire, mais notamment pour creuser la filière thorium, qui est actuellement poursuivie assidûment en Inde, par exemple, mais nous, en France, on a vaguement laissé tomber la filière thorium, sans déchets, sans danger, c'est à faible radioactivité. Il veut des autoroutes transcontinentales. Alors il est comme M. Staline, qui inversait le sens des fleuves, du nord vers le sud et du sud vers le nord. Il veut, alors là, il a parfaitement raison, des trucs tout bêtes, qu'aurait pu reprendre à son compte Madame Le Pen, la séparation bancaire entre banque de dépôt et banque d'investissement, le retour, je crois, à l'étalon or, il veut un nouveau Bretton Woods, la refondation de l'Europe, c'est ce que nous disions à l'instant, toutes sortes de bonnes idées, mais encore une fois, ça reste un marginal, mais qui a de la constance. Ça fait au moins 3 fois qu'il se présente au présidentiel, il a de la constance. Il mérite de faire entendre sa voix, mais malheureusement, les grands médias ne la feront pas entendre beaucoup, pas plus que celle de M. Asselineau d'ailleurs. La salle ? Alors, je l'avais oublié, le pauvre vieux. C'est l'homme qui, avec un poncho celabre, traverse la France à pied pour sauver les emplois chez lui, qui, dans un recoin du Palais Bourbon, fait une grève de la faim. Enfin, on a envie de lui donner 100 sous à ce gentil Lassalle. Mais pour tout dire, on va le résumer en disant que c'est l'ami de Bayrou. Oui, qui se ressemble. Il était à oui, Bayrou, qui se ressemble, ça sent. Il l'est encore Bayrou qui hier crachait sur Macron en disant que c'était tout ce qu'il haïssait, le grand capital, la patrie, cosmopolite, etc., qui maintenant s'est à coquiner avec Macron. Enfin, ces gens-là n'ont aucun honneur. Hein. Oui. Aucune cohérence et aucun honneur. Mais la salle est et pour la sortie de l'Europe aussi, enfin de l'Europe. Oui. Bah, l'homme humainement est plutôt sympathique. Oui. Oui, il est, oui. Mais un accent savoureux. Donc, savoureux, oui. On croirait entendre Jacques Duclos à l'époque. Oui, il y a de ça. Que dire d'autre de dire, mais c'est pas très élogieux de dire que c'est un brave homme. Oui. C'est pas excessivement élogieux. Mais là, le système a aussi besoin, pour montrer dans sa vitrine démocratique, il faut quelques ustensiles, quelques jours, il faut la remplir, cette vitrine démocratique. Alors, il nous reste Poutou et Nathalie Arthaud. Voilà, oui, alors là, bon. Moi, je suis sec, je sais pas. Bon, si, il y a beaucoup de choses à dire. Poutou, je vais vous faire rire. Poutou, c'est l'idiot du village, mais il en faut un. Oui. Comme à la primaire de gauche, il y avait Benamias. Oui, c'est ça. Oui, qui ressemblait à Bourvil. À Bourvil, oui. Exactement, je cherchais son nom. Lui, donc, mais c'est l'idiot du village, mais dans la catégorie idiot utile. Alors, il est anticapitaliste, mais je pense que s'il ne faudrait pas être désagréable avec lui, il serait bien incapable de définir ce qu'est le capitalisme qu'il combat. Il ne doit pas savoir le capitalisme. C'est une idée. Hein. Oui. C'est une idée, c'est une abstraction. On combat le capitalisme. Mais ça fait bien, pour les masses, on combat le capitalisme. Oui. On combat les patrons, on combat le capitalisme. Voilà. Son programme, c'est interdire les licenciements. Ça. Oui. Bravo, oui. Si on veut que l'économie s'écroule, allons-y. Ouvrir les frontières, bien entendu. Nationaliser les banques. Alors, une anecdote. En 2012, je l'ai entendu, il était avec des journalistes qui n'étaient pas désirables avec lui. Il disait, mais enfin, abolir les frontières, c'est le projet de l'ultralibéralisme, c'est ce que veut faire le super grand méga capital de la gouvernance mondiale. Alors, et Poutou, après un temps de silence, il réfléchissait. Ah non, mais moi, c'est pour la liberté. C'est merveilleux, non? Ça résume l'homme. Oui. On dit, mais c'est le même programme que liberté. Ben oui, c'est le même programme. Hein, oui. C'est le même programme. Mais c'est pour de bonnes raisons. Et pour de bonnes raisons. Oui, pour la bonne cause. C'est le même programme, mais c'est pour la bonne cause. Alors, Nathalie Arthaud, elle est revendiquée trotskiste. Poutou est trotskiste aussi. Et au fond, on va être indulgent à son égard. C'est un pur produit du décervelage et du conditionnement né du programme. Des programmes scolaires qui ont vu le jour à la Libération avec le fameux plan Langevin-Vallon, avalisé par De Gaulle. Hein, Langevin-Vallon étaient 2 scientifiques communistes, mais on sait que ça a abouti, il faudrait écrire un livre, de Langevin-Vallon à Najat Vallaud-Belkacem. Hein.
Donc De Gaulle a avalisé ça, c'était au moment où les communistes ont failli prendre le pouvoir en France, où il y avait 1 500 000 Français qui étaient internés, des dizaines, voire des centaines de milliers qui avaient perdu tout droit civil, qui étaient donc des parias dans leur propre pays, où une partie de la France ne mangeait plus, alors que les vivres étaient réservés aux amis qui étaient dans la ligne. Alors, sinon, comment peut-on être trotskiste aujourd'hui, 100 ans après la révolution d'octobre 1917? Trotsky, lui, n'arrive en Russie qu'en avril. Hein. Lénine va arriver un petit peu avant lui. Oui, je crois un petit peu avant lui. Donc il va prendre le train de la Révolution en marche. On sait très bien que ces grands révolutionnaires ne vont pas prendre le pouvoir, mais vont le ramasser dans le caniveau. Trotsky, c'est l'homme qui, non seulement va faire massacrer les marins et leurs familles de l'île de Kronstadt, alors que ces mêmes marins l'avaient soutenu son retour, l'adulaient, mais très rapidement les marins de Kronstadt passeront à la race. Surtout, il va faire massacrer une partie importante de la paysannerie, c'est 100 millions, la Russie tsariste c'est 160 millions d'âmes, mais par centaines de milliers les paysans seront massacrés, les ouvriers aussi, parce que les ouvriers se révoltent, on leur avait annoncé la démocratie, et même un peu le paradis sur terre. Et surtout, c'est l'homme qui va, alors que la Russie, les industries de la Russie tsariste et post-tsariste sont capables de fournir 2000 locomotives par an. Parce qu'il y a quand même un embryon, contrairement à ce qu'on a dit, il y a vraiment un embryon de grande industrie, d'industrie lourde. Eh bien, Trotsky va commander ces mêmes machines, parce qu'il faut aller faire la guerre en Sibérie ailleurs, la Russie c'est un pays continent, il va les commander à la Suède, alors la Suède n'a pas les usines, donc il va payer cash avant, il va payer la Suède pour construire des usines, pour construire des locomotives qui auraient pu être construites en Russie, et en fait l'or, un tiers des réserves d'or de la Russie vont par des convois spéciaux, par des bateaux affrétés pour ce faire, vont être exportés à Manhattan, vont être exportés à New York dans les caisses, dans les coffres de monsieur Jacob Schiff, qui est un ami, qui est en cheville avec l'oncle Trotsky, qui est d'ailleurs banquier, capitaliste, de gauche évidemment, de gauche, qui réside à Stockholm et qui œuvre donc en Suède. Mais tout ce petit monde se tient par la barbichette, c'est le cas de le dire, ils ont de jolies barbiches, et voilà ce que Madame Artaud devrait savoir. Voilà ce qui devrait être enseigné dans nos écoles, et d'ailleurs dans un pays normalement démocratique, le Parti communiste comme le parti trotskiste, excusez ceux qui vont être horrifiés par mon propos, devrait être, au vu de l'histoire, de ce qui a été l'histoire réelle et pas de l'histoire falsifiée, devraient être des formations politiques et des courants idéologiques totalement interdits. Non, mais osons le dire. N'oubliez pas que le Parti communiste était interdit en Allemagne jusqu'à ces dernières années. Je ne sais pas s'il est autorisé maintenant, peut-être, mais il était interdit. Le Parti communiste a été aussi interdit aux États-Unis. Donc je ne suis pas le monstre d'iniquité qu'on pourrait supposer à entendre des propos aussi iconoclastes. Alors, vous vouliez terminer par des citations de Rivarol. Oui, au moins une. J'en ai deux, mais au moins une. On ne le fait jamais, mais rendons hommage à Jérôme Bourbon, qui est un bon éditorialiste, et qui, à propos du débat et de la classe politique, nous dit, alors je vais le citer, les 5 autoproclamés, ils ne s'occupent pas des petits, hélas, les 5 autoproclamés grands candidats du 20 mars ont confirmé une totale absence de souffle, de vision et plus encore de transcendance, de verticalité, de spiritualité. Aucun ne voit ou ne veut admettre que la crise que nous connaissons, avant d'être politique ou économique, est d'abord morale et spirituelle. Aucun n'évoque le combat, pourtant essentiel, contre la drogue et la pornographie, dont les effets sont si dévastateurs, on pourrait ajouter la criminalité, si dévastateurs en général pour l'ordre social et la dignité de l'homme. C'est important. Bon, j'ai une autre citation, mais on va peut-être pas s'approfondir. Il faudrait peut-être, cher Jacques, pour ne pas conclure, dire un mot de nouveau des attentats, de l'affaire d'Orly ou du Parlement de Londres. Oui. Qu'en pensez-vous ?
Oui. Très brièvement. Oui, disons, oui, ça commence à dater hein, maintenant. Londres, oui. Ça dure moins de 24 heures. Hein, moins 24 heures, oui, Orly, ça a été très rapide. Oui. Mais enfin, bon, alors, Londres, immédiatement, au contraire, la France a dit c'est tout de suite un acte terroriste. Oui. À Orly, on a dit, bah non, c'est pas, c'est un déséquilibré. Il y a beaucoup de déséquilibrés. Oui. Alors, pensons. Qui était drogué. Oui, alors, il était, comme alcoolique. d'habitude, il était sous l'emprise de la cocaïne, du hashish et de l'alcool. Oui. Et c'était, comme par hasard, un multi-récidiviste, braquage, trafic de stupéfiants et autres. Un petit bonhomme, hein, c'était pas un parrain de la drogue. Oui. Sinon, il n'en aurait pas été là. J'entendais la directrice générale des milieux carcéraux en France me dire non, la prison française fonctionne très bien. La preuve, c'est que les prisons sont remplies. Oui. Bah oui, on pourrait les remplir encore plus, donc tout va bien, Madame la Marquise, nous faisons notre boulot, la justice fait son travail, mais si la justice fait son travail, je ne dis pas que les magistrats ne font pas leur travail, mais que faisait ce bonhomme dehors, le tueur d'Orly? Oui. Que faisait-il dehors? Qu'on nous l'explique. Quand vous êtes condamné, surtout pour des faits aussi graves, braquage, à main armée, violence, multitrafic de drogue, vous en prenez au moins pour 10 ans, non? Enfin bon, les pauvres gens de la DGSI font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont, je dis les pauvres parce qu'on peut compatir. Heureusement, à l'arrivée, tout le monde ne leur met pas tous sur le dos. Alors en Angleterre, le gars était né dans le Kent. C'était un Anglais né dans le Kent. Oui. Moi, je préférais qu'on dise un ressortissant anglais, donc il avait un passeport, une carte d'identité. Non, on n'a pas. Il n'y a pas de carte d'identité en Angleterre. Non, toujours pas. Mais il devait avoir un passeport anglais, il était enregistré comme anglais. Voilà, alors je vais vous donner la recette. Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Personne ne vote pour moi. Il n'y a pas de candidature vers Nochet 2017. Mais la recette, elle me semble simple. Si vous voulez éviter ce genre d'incident, il faut prendre les fichiers et les croiser. Alors, fichiers des gens pour lesquels il y a un risque de radicalisation, en tout cas qui fréquentent les milieux, on va dire, les milieux islamistes, je n'ai pas dit islamiques ou musulmans, islamistes, hein, ceux qui ont une mauvaise fréquentation, les délinquants, notamment les délinquants récidivistes, assortis de consommation de drogue, de vie d'ivrognerie sexuelle aussi, et de consommation sexuelle un peu intense. Et puis le troisième, c'est les antécédents psychiatriques, les listes, les fichiers psychiatriques. Avec ces trois listes, si on les croise, on doit avoir déjà un petit échantillonnage. Alors qu'en faire? Ah, on ne peut pas les renvoyer parce qu'on n'a pas le droit de faire des apatrides. Bah, pourquoi on ne prend pas ce droit, hein? Les traités internationaux sont faits tant qu'ils sont respectables, tant qu'ils ne vont pas à l'encontre de nos intérêts vitaux. Et ben, on les renvoie dans leur douar ou leur ville ou leur village d'origine. Ils ont de la famille encore. Hein, le pays d'origine, c'est pas bien, mais il faudra le faire de toute façon un jour ou l'autre, parce qu'on ne peut pas emprisonner non plus tout le monde. Et je pense qu'on peut prévenir les risques terroristes en croisant donc ces trois fameux fichiers et en faisant que ces gens perdent leur nationalité, d'échéance de nationalité. Je vois pas ce qu'il y a de dramatique. La vie de leurs victimes vaut peut-être autant, Black Lives Matter, mais la vie des victimes, Victim Life Matter, vaut autant que l'inconfort sociologique, statutaire et autres de ces gens-là, non? Ne croyez-vous pas? Oui. Quittons-nous sur ces bonnes paroles. Eh bien, écoutez, on se dit à bientôt. Merci. Merci à vous tous et toutes, et merci à vous, les frères Buffet.